Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On préparera notre semaine, on verra les annonces économiques, la clôture weekly, on verra des trades potentiels à prendre durant cette semaine, que ça soit sur BTC, Ether et les altcoins. Alors, clôture weekly, qui est clairement encourageante. Déjà, les précédentes clôtures étaient pas mal, on avait réintégré, on avait fait ici un ravalement, et là, on a eu une tentative de break à la baisse par les vendeurs, on le voit bien sur cette bougie, qui est quand même assez importante, et on a eu une bonne réaction, pas n'importe où, sur le niveau des 64 000 $, réaction acheteuse, on repasse au-dessus des 67 000 $, et on a selon moi une bougie qui est très encourageante, qui nous montre que on a des vendeurs qui sont présents, parce qu'on a quand même bien poussé, sauf qu'on a des acheteurs également qui sont présents. Et tant qu'on se maintient au-dessus des 67 000 $, pour moi on n'a pas de raison d'aller revisiter les 64 000 $. Donc c'est une clôture weekly qui est encourageante, et l'idéal ça serait vraiment d'avoir une clôture weekly dans le vert, donc globalement aller au-dessus des 68 200 $. Donc pour le moment, il n'y a rien de bearish, d'accord, on est toujours dans cette phase de latéralisation, précédée par une dynamique qui est haussière avec des moyennes mobiles globalement qui sont toujours orientées, donc des moyennes mobiles long terme, daily 3 jours, qui sont toujours orientées à la hausse. Pour moi ici, on est plutôt amené à chercher des achats. Alors maintenant, tout en étant prudent, parce qu'on est quand même sur des niveaux de valorisation assez élevés, hein. C'est différent que quand on était à 15-20 000 $, on pouvait être beaucoup plus agressif dans nos entrées, parce que là, admettons, on part dans un bear market, hein, qui est quelque chose qu'il ne faut pas exclure non plus, hein. On peut pas se dire que c'est impossible et qu'il y a 100% de chances qu'on continue le bull market. Admettons, on prend moins 35, moins 50%, c'est quelque chose que vous devez accepter, bien entendu. On a également notre clôture monthly qui arrive dans 4 jours, alors genre dans 3 jours, j'aurai le temps d'en reparler d'ici là, bien évidemment, mais c'est une clôture qui est assez intéressante. On a ici une prise de liquidité, une prise des lots qui s'effectue avec une bonne réaction, dans le même principe, tentative de break par les vendeurs, réaction acheteuse, on reste à l'intérieur de ce range-là. En monthly, le range il est très simple, la borne basse c'est les 60 000 $, 60 500 $, et la borne haute ça va être les 71 500 $. Donc on voit qu'on est dans une phase de compression, ça va faire 5 mois qu'on est à l'intérieur de cette borne là, d'accord, c'est un gros niveau. Qu'on le break à la hausse ou qu'on le break à la baisse, ça sera ici soit un gros niveau de résistance si on le break à la baisse et un gros niveau de support si on le break par le haut. Ici on est dans une grosse phase de consolidation, c'est assez rare pendant les précédents bull market, on n'a jamais eu ça, si je dis pas de bêtises, c'est très très rare ce genre de phase de consolidation après une certaine hausse, d'accord. Alors oui, on a eu ce genre de phase de consolidation, mais en général c'était des bottoms, que là on est proche d'un ATH et on consolide quand même pas mal de temps. Lors des précédents ATH on n'avait pas consolidé autant de temps. Voilà, on peut voir qu'on a consolidé à la limite 4 mois, donc ouais, on est quand même dans une grosse phase de compression, et peu importe si ça va péter à la hausse ou à la baisse, mais on peut s'attendre selon moi à un gros mouvement qui sera assez important. D'ailleurs, cette semaine, on a des annonces économiques qui sont assez importantes. On a l'inflation en zone euro, on a la décision des taux d'intérêt aux États-Unis, on a la conférence de Jérôme Powell, on a le taux de chômage aux États-Unis vendredi, donc pas mal d'annonces. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est surtout la conférence de Jérôme Powell. Au niveau de la décision des taux d'intérêt, c'est déjà pricé et il y a de grandes chances qu'on n'a pas de baisse des taux pour ce mercredi-là, d'accord. De base, on devait avoir 6 baisses des taux pour 2024. Au final, on s'est retrouvé avec 1 ou 2 parce qu'on avait une hausse de l'inflation. Ensuite, l'inflation, ok, elle a été un peu plus maîtrisée, c'était plutôt pas mal. On se retrouve ici avec potentiellement 2 voire 3 baisses des taux pour fin 2024. Donc voilà, affaire à suivre. Le discours de Jérôme Powell va être très intéressant à surveiller, à voir le ton qu'il va accorder à cette conférence, s'il est plutôt optimiste ou pessimiste. C'est dur de prévoir à l'avance ce qu'il va dire, hein. C'est pour ça qu'on est dans de l'incertitude. Et c'est ce que je dis, hein. Là on est sur une annonce qui est déjà pricée au niveau de la décision des taux d'intérêt qu'il va avoir mercredi. Par contre, on ne peut pas pricer quelque chose qu'on ne sait pas à l'avance de ce qui va être dit. D'accord, donc attention à la volatilité qui pourrait y avoir pendant sa conférence. Peut-être qu'il va faire juste du Powell classique, du Jérôme Powell classique, où il va être ni pessimiste ni optimiste. On va pas avoir de ligne directrice sur ce qu'il en pense, et il va pas énormément prendre parti en annonçant de grandes choses. Ça arrive, hein, des fois qu'il reste assez neutre comme ça en général, mais bon, à voir s'il nous confirme ces 3 baisses des taux d'intérêt qui sont prévues pour fin 2024. Par contre, bien entendu, s'il commence à nous dire que finalement on aura peut-être qu'une ou 2 baisses des taux parce que l'inflation selon lui ne baisse pas aussi rapidement que prévu et il veut pas se précipiter à faire des erreurs et à baisser trop rapidement les taux d'intérêt, bien sûr le marché pourrait mal réagir.
Inversement, s'il commence à dire on a une inflation qui descend plus rapidement que prévu, du coup on va rapidement baisser les taux d'intérêt, l'économie se porte bien, etc. Bien sûr, le marché pourrait très bien réagir. Donc ça, c'est mercredi. Mercredi soir, ça sera des annonces très importantes à surveiller. Voilà pour les annonces économiques et pour, on va dire, le contexte. On a d'ailleurs Donald Trump qui a tenu qui a tenu hier un discours assez intéressant, oui et non. Alors il nous a fait un show au début, hein. C'était une conférence sur le Bitcoin. Alors qui l'eût cru qu'il y a quelques années on aurait Donald Trump qui parlerait des cryptos comme ça de manière positive. Au début il nous a fait un petit show, voilà, avec des Bitcoin to the moon, Bitcoin va exploser si je suis élu, je vais virer Gary Gensler, etc. Et ensuite il nous a fait des annonces assez intéressantes, voilà, avec le gouvernement ne vendra plus de Bitcoin, on va avoir une réserve nationale de Bitcoin, où il parlait de 1 million de Bitcoin qui sera acheté en 5 ans. Donc c'est plutôt des annonces qui sont encourageantes. On a vu qu'il y avait pas mal de volatilité au moment de sa conférence, hein, qui s'est globalement réalisée, c'était ici, hein, dans cette partie-là. Donc voilà, pas mal de volatilité. On a quand même des annonces qui sont assez intéressantes. Maintenant, ça peut être des belles promesses, hein, j'ai envie de dire, hein, comme beaucoup de présidents qui veut capter son audience, qui veut avoir le maximum de votes pour lui, c'est tout à fait logique. Maintenant, vaut mieux des fausses promesses que quelqu'un qui va être carrément pessimiste, qui va interdire le minage de crypto dans son pays, qui va être anti-Bitcoin, etc. Donc en tout cas, affaire à suivre là-dessus. Les élections présidentielles aux États-Unis, c'est pour novembre 2024 et ça peut être un gros tournant. En tout cas, à chaque fois qu'on a eu des élections, j'ai dit des annonces, je crois, des élections présidentielles, on a un marché qui a plutôt bien réagi. Voilà pour le parti contexte et la partie calendrier économique. D'un point de vue technique, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, hein, que ce niveau des 67 000 $ pour le moment, c'est un niveau de résistance, on la flippe en support, et selon moi, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on peut chercher des achats pour viser la borne haute, le niveau des 71 500 $. Globalement, dans cette zone-là, je vais plutôt privilégier des achats, alors dans cette zone-là, pas sur la borne haute, hein, mais tant qu'on se maintient, ce qu'il faut faire comprendre, c'est tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on va plutôt chercher des achats, parce que de ce que je vois là, on a plutôt flip cette zone de résistance en support. On voit bien qu'on est bien passé au-dessus, on a rebondi, on a eu une bonne réaction acheteuse. Par contre, si on la réintègre, si on fait quelque chose comme ça, on pourra s'attendre à aller revisiter la borne des 64 000 $. On a quand même de la liquidité ici, donc si on y revient, chercher des longues, pourquoi pas, parce que c'est un niveau de support, mais je préférerais avoir une prise de liquidité et une réintégration. Et dans ce cas-là, ok, je serais déjà beaucoup plus chaud pour chercher des achats, parce que le problème c'est un niveau de support, mais plus un niveau de support comme ça est touché, plus on accumule de la liquidité, et je préfère clairement chasser cette liquidité pour réintégrer, et dans ce cas-là c'est beaucoup plus intéressant. Et si ce niveau des 64 000 ne tient pas, le gros niveau à défendre selon moi, ça sera les 60 500 $. Mais voilà, les 64 000 $, on a une bonne confluence ici, on l'avait déjà un peu à ce niveau-là au niveau du tunnel 4 heures. Là, on aura une bonne confluence également avec ce tunnel 4 heures qui est censé faire office de support. En tout cas, la tendance, la moyen terme, reste bullish. On voit qu'on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. On fait globalement des creux des sommets de plus en plus haut. D'accord ? On n'a pas un fort momentum. Oui, comparé ici, on voit bien. Là, on avait un fort momentum, une forte tendance. Et là, on voit que les tendances à la hausse sont beaucoup plus faibles. Si je mets un MACD, hop, on le voit bien que là on avait une beaucoup plus grosse, un momentum beaucoup plus fort que ce genre de phase et ce genre de phase. Maintenant, on n'a pas du tout un momentum qui est bearish. Pour moi, vaut mieux privilégier la continuation de tendance et chercher des achats pour viser la borne haute. Dans tous les cas, vous devez avoir une bonne gestion de risque. Ça passe par une bonne exposition, bien gérer son risque sur un trade, c'est-à-dire vous fixez une somme à ne pas perdre, hein, tout simplement un pourcentage de votre capital. Moi, ce que je vous recommande de ne jamais dépasser les 2% d'exposition sur un trade. C'est-à-dire si vous avez un capital de 1000 $, vous ne devez pas perdre plus de 20 $ par trade. Voilà. Ici, on a bien nos 2%. Alors il y en a qui vont prendre 10%, il y en a qui vont prendre 5%. Moi vraiment 2%, c'est ce que je vous recommande. Honnêtement, si je devrais dire le pourcentage idéal, ça serait 0,5 à 1%. C'est vraiment la bonne exposition, même 2%, moi, je le faisais avant, quand j'avais un plus petit capital, plus mon capital augmente, et plus je suis dans cette zone-là, entre les 0,5% et les 1%, vous devez avoir une bonne gestion de votre risque. Vous devez
accepter de avoir un risque assez faible comme ça, parce que 0,5 on peut se dire que c'est faible. Pourquoi? Parce que ça va dépendre aussi de votre win rate moyen que vous allez avoir, mais vous pouvez avoir des séries de pertes, avoir 5, 6, 7 trades d'affilée qui sont perdants. Et il y a une différence entre j'ai un risque de 0,5 par trade, je fais 6 trades perdants, très bien, je perds 3% de mon capital. 3% de mon capital, émotionnellement parlant, je le vis plutôt bien. Par contre, j'ai 2%, voire 3%, voire 5%. 5%, je fais 6 trades d'affilée, j'ai moins 30%. Ici, la répercussion sur le capital est totalement différente, d'accord? Sur un capital de 1000 $, ici je perds que 30 $, ici je perds 300 $. Vous voyez, il y a une différence. Donc c'est pour ça, moi, dans votre gestion de risque, je vous recommande de ne pas dépasser le pourcentage idéal, c'est entre 0,5 et 1%. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'ai un très petit capital, du coup quand je gagne rien du tout. C'est compréhensible maintenant, tes gains vont être proportionnels à ton capital. Tu ne peux pas espérer gagner des milliers, des dizaines de milliers si tu as un capital de 1000 $. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te comporter comme si tu avais un capital de 10 000, 100 000 $ ou plus, d'accord? Parce que si tu commences à aborder le trading en prenant des risques démesurés, parce que tu te dis, ah ouais, mais moi j'ai un petit capital et je changerai cette approche lorsque j'aurai un plus gros capital, pour moi, tu ne pars pas du bon principe. Tu dois te comporter que tu as un capital de 500 $, 1000 $ ou plus, un petit capital, tu dois te comporter comme si tu avais un gros capital. Parce que si tu n'arrives pas à gérer 1000 $, tu n'arriveras pas à gérer 10 000 $, 100 000 $. La gestion du risque, c'est le plus important, d'accord? Tu peux être très bon en analyse technique, tu peux avoir un bon mindset, tu peux être très bon en peu importe. Si tu as une mauvaise gestion de ton risque, tu ne tiendras pas sur le long terme. Ça passe par bien gérer les périodes de drawdown, bien gérer les pertes, et ça passe aussi sur bien gérer les gains. Parce que l'erreur que je vois beaucoup, c'est des gens qui vont trader, qui vont rentrer en position, qui vont avoir un stop loss qui est défini, mais qui vont avoir un TP qui est très serré, ou alors qui ne vont pas respecter leur prise de profit initiale, et ils vont couper les gains trop rapidement. C'est-à-dire que la personne, quand elle va perdre par exemple, je vais dire 100 $, ok, elle va perdre 100 $ sur son trade, mais quand elle va gagner que 30 $. Le problème c'est que là, elle laisse courir les pertes, et elle coupe trop rapidement les gains, alors que logiquement c'est l'inverse qu'il faut faire. On coupe rapidement les pertes, quand notre trade part pas, quand on invalide nos trades, on accepte notre perte et on la coupe. Par contre, quand ça part dans l'autre sens, on laisse courir les gains pour en profiter. Et c'est pour ça que je recommande d'avoir toujours un risk-reward minimum de 2 pour 1. Alors, est-ce que vous devez à chaque fois avoir un risk-reward de pile poil 2 pour 1? Non, des fois, vous adaptez en fonction de ce que vous donne le marché. Si vous avez des signaux qui vont contre vous, contre votre trade, au niveau du 1,8 pour 1 au niveau de votre risk reward, vous pouvez bien sûr prendre des profits, mais ce que je veux pas, c'est prendre des profits à 0,5 pour 1 dès que ça part et vous laisser couper vous laisser courir vos pertes. Non, ça c'est pas le scénario idéal. Et également, laisser courir ses pertes, ça passe par ne pas avoir confiance en son setup, et très souvent ça passe par pour laisser courir notre SL. C'est-à-dire qu'au début, on fixe une zone d'invalidation qui va être ici, puis quand le cours va s'approcher, on va se dire, ah ouais, mais finalement, allez, je vais décaler mon stop loss ici parce que je me suis trompé, je le sens, le marché va repartir. Et le marché, il fait ça, puis après on se dit, ouais, bon, allez, je vais le mettre ici. Puis après, le marché fait ça, et au final, on empire la situation. J'en suis sûr, ça vous est déjà arrivé, des positions court terme qui se sont transformées en des positions long terme. Ça, pareil, ce n'est absolument pas la bonne approche. Ça sert à rien de repousser son stop loss, vous empirez la situation. Voilà, c'était un peu le petit cours gestion de risque aujourd'hui, mais ça c'est important. Ne sous-estimez pas la gestion de risque, que ça soit d'un point de vue trading ou d'un point de vue investissement. Donc voilà, pour Bitcoin, tant qu'on se situe au-dessus des 67 000 $, moi je chercherai clairement des achats pour viser la bande haute, le niveau là des 71 500 $. Sur du plus court terme, sur l'intraday, on peut déjà regarder au niveau du volume profile en fonction de la clôture, on a, hop, tac. Alors, on a ici un volume profile qui nous permet de déterminer des zones clés qu'on pourrait avoir lors de notre prochaine semaine, à savoir que je n'utilise jamais les volumes profile de la période actuelle. Donc si je trade en semaine, je vais utiliser les données de la semaine précédente, donc globalement cette semaine, hop. Voilà, je vais utiliser ces données-là. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On avait un déséquilibre intéressant à ce niveau-là, on avait un trou dans le volume profile ici, on avait un déséquilibre également qui était ici, hop, et si je veux zoomer, on avait également un déséquilibre, on le voit bien, à l'intérieur de ce niveau-là, et on peut en voir même un ici,
et un ici. Alors le but, quand on a comme ça ce genre de déséquilibre, c'est vraiment de comprendre que, ok, on a un niveau clé, on a un trou dans ce volume profile, faut qu'on y va, souvent on a une réaction assez rapide. Donc faut vraiment zoomer sur l'unité de temps pour aller chercher un signal très rapide. Ça va être un ravalement, ça va être une confirmation très très rapide. Par exemple, si je me rappelle ce niveau-là qu'on avait comblé, on voit qu'on avait ici un ravalement. Au moment où on a pullback ce niveau-là, on a ravalé, vous voyez, on a bien poussé. Après, bien sûr, on est repassé en dessous et on a flip ce niveau de support en résistance. Mais là, juste avec cette réaction, il y a de quoi prendre un trade et d'aller chercher du 2 pour 1. Si je prends ici au moment du ravalement, je mets un stop loss assez serré. Alors, on a, hop, je sais même pas si on va chercher du 2 pour 1. On va pas le chercher le 2 pour 1. Après, soit on se prend un BE, soit on clôture partiellement. Voilà. Après, ça dépend de votre manière de prendre des profits, mais au moins on prend un BE. Là-dessus, c'est pas possible que ça part. On vient chercher nos 2 pour 1. Au final, on se fait stop loss. Ça, pareil, ça rentre dans la gestion du risque. Et là, voilà, on avait pas mal de niveaux de déséquilibre. Alors, j'ai où mon volume profile. On va repasser en 1 heure. Très bien, il ne s'affiche pas, mais dans tous les cas mes traits ils étaient mis, donc on voit qu'on avait pas mal de déséquilibre dans cette zone, et c'est là où on avait parfaitement bottom, qui était en confluence d'un point de vue action du prix au niveau des 64 000 $. C'est là l'avantage du volume profile, c'est calculé différemment. En fait, on va déterminer des niveaux en fonction des volumes qui ont été exécutés pendant une période donnée. De toute façon, quand vous faites de l'analyse ou du trading en général, vous utilisez deux choses. Soit l'action du prix, d'accord? Donc l'action du prix, ça compte les moyennes mobiles, ça compte le MACD, ça compte le RSI. C'est des indicateurs, des outils qui sont calculés en fonction de l'action du prix, en fonction de l'évolution des bougies. Ça, c'est la première raison, la première chose. La deuxième, ça va être les volumes. Donc ça, on ne prend pas en compte l'action du prix, on va prendre des volumes qui vont être échangés pendant une période donnée, ça soit des volumes profile ou des volumes classiques, comme ici. Voilà, c'est les deux manières de trade. Et voilà, ça nous donne souvent des confluences assez intéressantes, comme on est ici au niveau des 64 000 $. Maintenant, je vais changer de chart, je vais aller ici, parfait. Et on va mettre un volume profile sur la période actuelle. Donc là, les niveaux intéressants, on a un déséquilibre ici, là, ici. On a même une zone là. Voilà, si je chercherais à faire de l'intraday en fonction du volume profile sur cette semaine, c'est les trois gros niveaux que je surveillerai, avec ici également un petit déséquilibre au niveau de notre value area high. Donc c'est les 3-4 niveaux. Vous pouvez avoir plusieurs niveaux, hein. Ça peut être via un volume profile, via des moyennes mobiles, etc. Et quand on arrive sur ces niveaux, en général c'est des niveaux vraiment précis, d'accord. Quand on va chercher ce niveau, ce qu'il faut regarder c'est sur l'unité de temps inférieure, là sur du 15-5 minutes, voir la réaction qu'on va avoir. Voilà pour Bitcoin pour tout simplement cette semaine-là. Au niveau d'Ether. Alors, Ether, il a pullback ici un niveau assez intéressant. On est toujours à l'intérieur de notre tunnel daily. Ether qui est beaucoup plus faible que le BTC. On peut le voir ici. Moi, il y a deux scénarios que je surveillais. On passe au-dessus des 0,057. On flippe cette zone de résistance en support et surtout, on valide pour la première fois un sommet plus haut que le précédent. Creux sommet plus haut que le précédent. C'est ce qui nous manque, hein. Parce qu'ici, on est dans des bonnes zones de localisation, d'accord? On voit qu'on a un affaiblissement d'autres dynamiques, on n'a pas de retournement de tendance. Et ça passe par creux et sommet de plus en plus haut. Et c'est ce qui nous manquait ici. C'est le premier scénario que je surveillerais pour me échanger mes BTC en Ether, si on faisait ça, d'accord? Parce que j'aurais de fortes convictions pour aller chercher la borne haute. On a break par le bas. Deuxième scénario, c'est sur cette borne basse d'avoir ici une phase d'accumulation avec une pattern de retournement, quelque chose qui nous montre que voilà, alors elle peut être comme ça, voilà, une phase d'accumulation, c'est jamais précis au dollar près comme on le veut, mais globalement quelque chose qui me montre que on a une phase où la demande est supérieure à l'offre. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais voir. Ça voudrait pas dire que on pose un gros bottom en weekly, parce que vraiment en weekly, là, pour poser un gros bottom, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là et valider. On pourrait avoir même un W mensuel. Ici, creux, ligne de coup, second creux, plus haut que le précédent, break, pullback, et là, on aurait la confirmation d'une pattern de retournement. Ouais, comme quelque chose qu'on a fait ici. Et là, on était dans des phases de creux et sommet de plus en plus bas, jusqu'à avoir ici creux, sommet, creux, plus haut que le précédent, sommet, plus haut que le précédent. Et depuis, creux et sommet de plus en plus haut, dynamique haussière. Là, c'est l'inverse. On est dans cette phase de dynamique baissière. Donc, pour le moment, faut patienter.
On a les ETF qui ont été déployés, comme je vous l'ai dit, je m'attends pas spécialement de grosse volatilité sur Ether avec un gros pump et un plus 50%. Faudra attendre que on a Grayscale qui a terminé de tout vendre, qu'on retrouve un peu une hype sur le marché, une bonne volatilité qui, je pense, qu'arrivera en septembre, début septembre, octobre, quoi. Donc pour le moment, je m'attends à une phase de latéralisation de Ether toujours entre ces deux bornes. Donc voilà, on a des niveaux intéressants, des niveaux techniques qui sont intéressants pour chercher des achats, de 3250, la borne basse 2800 et la borne haute pour chercher plutôt des ventes, les $3700. On le voit sur du court terme. On avait des moyennes mobiles sur BTC qui étaient bien orientés à la hausse avec le 1 heure au-dessus du 4 heures. Là sur Ether, on break le 1 heure, qui fait maintenant office de résistance. On passe sous le 4 heures. Bon, on voit que sur du court terme, on a une compression là entre les moyennes mobiles sur du court terme et le tunnel daily. Donc oui, sur Ether, c'est un peu plus bearish que sur BTC, mais pour moi, faut patienter. Ceux qui ont de l'Ether, on aura clairement notre heure de gloire. On l'a déjà eu, comparé à des altcoins qui n'ont pas fait grand chose. On a quand même un Ether qui a bien performé, pas autant que le BTC, pas autant que je l'estimais. J'aurais vu un Ether faire un nouvel ATH beaucoup plus rapidement que ça, mais on reste sur un actif qui a bien performé et qui, selon moi, performera bien dans les prochains mois. Au niveau des altcoins, on a toujours BNB qui est à l'intérieur de ce range-là, entre deux bornes. On a réintégré, on a flip cette zone de résistance en support, on s'attaque à la borne haute. Donc sur BNB, il n'y a pas grand chose à faire tant qu'on se situe pas sur ces deux extrémités. XRP, j'ai rien d'ajouter. Alors XRP, c'est une altcoin qui est forte. Si je regarde ici les altcoins qui ont le plus performé, déjà en weekly, donc dans le top 20, c'est TRX et XRP qui ont le mieux performé cette semaine. Ceux qui ont le pire performé, là, qui ont pris cher, on a Avax et NIR. Avax d'ailleurs, on avait fait une update dessus, qui a été chercher sa borne qu'on avait déterminée. Hop, on a rejeté. Alors non, c'était ici. Sa borne qui a été cherchée et on a tout simplement on a rejeté. Donc on voit les niveaux qui sont clairs. On cherche des shorts. Donc on est en dessous de cette borne que je peux même mettre en rouge. On cherche des shorts en dessous de cette borne-là. On cherchait des achats si on était au-dessus. Donc là, typiquement, on pouvait chercher un achat et prendre une perte. Là, on pouvait chercher une vente. Si c'est ce cas-là, on est déjà à break-even et on va chercher des extrémités, des achats sur la borne, sur l'extrémité opposée et au milieu de notre range. Et si on va chercher cette borne-là, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Mais Avax est clairement faible. On le voit bien. Avax qui a pris cher, NIR qui a également pris cher. Et dans le top 20-50 des altcoins, on a TIA et Optimism. Au niveau du top 20 monthly, c'est XRP et Sol qui ont très bien performé, ICP également, et ceux qui ont pris le plus cher, c'est Uniswap et Toncoin. Et dans le top 20-50 monthly, on a Tao qui a très très bien performé. On a FTM, RNDR qui ont bien pris cher. D'ailleurs, je suis curieux de voir la charte de FTM, pas une charte que je regarde tous les jours, mais on va regarder ça. Si je me mets en monthly là, ouais, ça reste une altcoin qui a bien décroché. Globalement, on réintègre des précédents niveaux. Ouais, on avait un niveau ici qui était intéressant, on réintègre, on a de grandes chances d'aller chercher le niveau des 34 centimes de dollars. Après, on reste quand même dans des phases d'accumulation intéressantes sur du long terme. On a rejeté sur ce niveau de résistance. Ouais, on réintègre ici la value area high. On peut s'attendre à venir chercher le milieu de range, donc la zone des 34, 35 centimes de dollars. Je disais, je surveillais, alors Dodge, la charte est plutôt pas mal. On a réintégré un niveau clé. Le niveau des 12,8 13 centimes de dollars ici. On voit qu'on a fait une épaule tête épaule inversée. Réintégration, pullback, rejet. Au moment, la charte m'indique plutôt à chercher des achats pour jouer le poke et l'extrémité haute ici, voir la value area high au niveau des 19 centimes de dollars, mais la charte est plutôt pas mal. On est venu pullback à un niveau quand même très intéressant en weekly, on le voit bien. Pareil, si je mets un volume profile, hop. Voilà, on a pullback notre pression de value area high, on voit qu'on a un déplacement de la valeur, on range, on break, on pullback, on se fait rejeter, on a un nouveau range. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire, et tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, des 13 centimes de dollars, pour moi aucun signal de retournement. Par contre, si on réintègre, on aurait de grandes chances de revenir chercher la borne opposée, avec une petite zone de support ici, intermédiaire. Mais Dogecoin, ouais, j'aime bien la charte. Link également, j'aime bien la charte. On a eu ici une prise de liquidité, une réintégration, une pattern ici
en W, on pull back la borne basse, on a pour le moment une bonne réaction acheteuse avec ici, on le voit bien, un ravalement. Donc pareil, Link, la charte est plutôt pas mal, zone d'invalidation qui est simple à mettre, hein, globalement si on repasse sous les $12, 11,5$, on invalide et on aurait de grandes chances dans ce cas-là, si on repasse sous ce niveau-là, on le voit bien sur Link, on était dans un range, on break, on fait un nouveau range, si on perd ce range-là, on aurait de grandes chances de rechercher le haut de range là, de ce niveau-là, les 8$. Donc plutôt une zone où je vais chercher des achats avec une zone d'invalidation assez courte quand même, 11,5-12$ pour viser, hop, on a un bon niveau déjà ici pour chercher plutôt de la prise de profit, ce qui fait quand même déjà une bonne performance, on est déjà sur un plus 25%. DOT, on est sur un niveau de résistance, toujours, c'est le niveau clair, hein, des 6,7, 6,6$, tant qu'on n'arrive pas, tant qu'on parvient pas à repasser au-dessus de ce niveau-là, compliqué d'être bullish, puisque là on a une épaule tête épaule inversée, ce qui est pas très bon, réintégration d'un niveau assez important, soit on joue la réintégration de cette manière-là, soit on attend le pullback sur la borne basse, pour avoir ici une réaction. Voilà, c'est surtout les altcoins que je voulais voir, le reste il n'y a pas spécialement grand chose. Non, j'ai rien en tête sur les autres charts qui m'intéressaient. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez du marché, qu'est-ce que vous faites actuellement si vous êtes plutôt acheteur, peut-être vous faites rien, on n'est pas obligé de toujours trader, hein. Ne pas trader c'est trader également, le but c'est pas de rendre au marché l'argent que vous avez accumulé sur ces derniers mois, s'il faut patienter, vaut mieux patienter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve bien sûr demain pour une prochaine vidéo, bye bye.